Bonjour à tous, c'est Mister Market. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une série de vidéos concernant une thématique un petit peu spéciale. C'est une thématique un petit peu compliquée à aborder en BTS MCO. C'est celle des questionnaires de satisfaction. Effectivement, et tout ce qu'il y a dans un côté plus large a trait à la satisfaction et aux études, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives. Donc, on va passer directement sur les diapos. Alors, dès qu'on va sur le diapositive, on se rend compte que la plupart des gens ne savent pas vraiment en fait ce qu'est une étude commerciale, à quoi ça sert, comment on la fait, quels sont les outils qui peuvent nous permettre de la faire et tout ce qui va nous servir à développer la satisfaction de nos consommateurs. Donc aujourd'hui, quand on dit étude commerciale, certains vont nous dire c'est faire des questionnaires de satisfaction, d'autres vont dire c'est faire des QCM, d'autres vont dire c'est faire des sondages, d'autres c'est faire des études qualitatives. Eh bien, oui et non. En fait, c'est oui parce que c'est tout ça, mais non parce que ça ne se résume pas que à cela. Ça, ce sont des outils pour définir la satisfaction que l'on va voir. Donc, si on avance un petit peu dans le cours. Dans un premier temps, on voit que c'est le choix de l'étude qui va compter. En effet, il y a deux types d'études qui se complètent, qui sont dissociées de par leur nature, mais qui ont un lien entre les deux. C'est celle du choix de l'étude pour le qualitatif et celle du quantitatif. En effet, on distingue deux familles. La première est l'étude qualitative. Le but d'une étude qualitative, on reverra après la méthodologie, c'est de poser plein de questions aux consommateurs afin de connaître les mots importants, les réponses aux mots importants en marketing, comme les goûts, les motivations, les freins, identifier la valeur perçue, les bénéfices, les sacrifices. C'est toute une démarche de description. Effectivement, là on va demander aux consommateurs de décrire leur ressenti, décrire leur comportement d'achat, décrire leur façon de consommer. On est dans la description. Le deuxième, c'est l'étude quantitative avec les données chiffrées. On recherche des explications et des résultats. C'est ce qu'on voit le plus souvent sur Google Forms, vous savez, où vous voyez peut-être dans votre timeline sur Facebook, bonjour, je suis en étude de master ou BTS, est-ce que vous pouvez prendre quelques secondes pour répondre à mon sondage? En fait, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle une étude quantitative. Ces études quantitatives, elles ont la particularité de fournir des explications, des données chiffrées et d'avoir des questions avec des thématiques, avec des questions ouvertes, fermées et à échelle. Donc une fois qu'on va avoir fait le choix de l'étude, on verra après que le choix finalement n'en est pas un, il faut qu'on s'intéresse aux principales différences entre le quali et le quanti. Alors, comme on l'a vu, le qualitatif, ça nous permet de décrire les situations et d'expliquer un phénomène. Alors que la méthode quantitative nous permet de répondre à des questions qui sont la plupart du temps les qui, les quoi, les quand, les combien, les comment, mesurer la fréquence, mesurer les intentions d'achat, etc., etc. Vous voyez que suivant nos objectifs, on va se diriger vers l'un ou l'autre. Mais ce qui est très important à noter, c'est qu'une étude complète possède les deux. Effectivement, le qualitatif va nous servir de préparation pour le quantitatif. En effet, le qualitatif va nous permettre de décrire des situations, mais on ne peut pas les expliquer. Du coup, on va former nos questions quantitatives via les réponses de notre méthode d'analyse qualitative. Donc en fait, quand on a le temps de faire une étude approfondie, il faut faire au tout début une étude qualitative et après une étude quantitative. Alors, il existe plusieurs types pour chacun. Dans un premier temps, il existe dans la méthode qualitative les réunions de groupe. On appelle ça aussi les focus group. En fait, c'est une espèce de réunion où chacun va avoir son rôle. Je vous explique le déroulé. Vous avez donc un entretien de groupe à faire. Vous allez convoquer une dizaine de personnes, les mettre dans une salle et les enregistrer pendant que vous avez des questions à leur poser. Le but, c'est de créer des échanges, de tout enregistrer dans leurs échanges et de par cette variabilité d'échanges et de diversification d'opinions, d'avoir un certain nombre de réponses
à des questions que vous vous êtes posées. Le but, c'est de faire parler le plus possible les acteurs. Le but, voilà, c'est que tout le monde échange et qu'il y ait de la dynamique de groupe qui s'installe et que cette dynamique de groupe fasse que vous trouviez vos réponses. En général, il y a plusieurs rôles. Il va y avoir les interrogés. C'est des personnes que vous aurez prévenues au préalable et donc vous auriez expliqué les conditions d'administration. On y reviendra plus tard. Vous avez ensuite l'animateur, qui n'est pas forcément vous, qui est là pour dégager la parole et pouvoir faire circuler librement la parole, puisqu'effectivement, certains vont avoir tendance à parler plus que d'autres, d'autres vont se mettre en retrait, et le but c'est vraiment qu'on n'ait pas que un ou deux points de vue, parce que sinon ça sert à rien d'en faire des entretiens directifs. Le but c'est qu'on ait les 10 personnes, donc il faut faire absolument circuler la parole, et même pour ceux qui se mettraient en retrait. Et le dernier rôle est la personne qui est observateur, elle est là juste pour observer et décrire ce qu'il se passe. Ensuite, vous avez le type d'entretien directif, semi-directif et libre. En fait, c'est la grande famille des entretiens. Donc, il y a 3 échelles en fait. La première, c'est le directif. Comme son nom l'indique, l'entretien directif, lui, il va être extrêmement cadré, extrêmement direct. C'est-à-dire que vous avez des questions, vous avez fait un guide d'entretien à poser à une seule personne que vous aurez fait venir pour un temps donné, et la personne ne va pas s'éloigner du sujet. Vous allez la recadrer à chaque fois qu'elle s'éloigne pour la remettre dans les rails. C'est-à-dire que vous avez une question, vous attendez une réponse. Dès que vous avez votre réponse, vous passez à une autre question. C'est extrêmement strict, c'est extrêmement cadré et droit, et ça ne laisse aucune place à l'imagination et au développement. Vous avez ensuite, à l'opposé de cet entretien, celui qu'on appelle l'entretien libre. Là, pour le coup, l'entretien libre, c'est le total opposé. Vous posez très peu de questions et le but, c'est que la personne en face de vous, elle parle, et elle explique son avis le plus possible, même si elle sort complètement des clous par rapport à votre sujet. Vous devez absolument la laisser parler. Ce qui prime, c'est la liberté de parole. Et enfin, vous avez l'entretien qui est le plus souvent fait. Il est entre les deux, entre le directif et le libre. C'est celui qu'on appelle l'entretien semi-directif. Donc l'entretien semi-directif, il prend le meilleur des deux. L'entretien semi-directif, il est très cadré parce qu'il va y avoir des thèmes et des questions à poser, un certain nombre de questions assez longues, beaucoup plus que dans un livre, mais ces questions vont pouvoir être soumises à une réponse totalement ouverte de la part de votre interviewé. C'est-à-dire que celui-là, il va pouvoir débiter, parler de tout ce qu'il pense sur votre question. Et vous aurez même prévu des relances au cas où la personne a esquivé tel ou tel point que vous voulez voir sur une question. Donc, 2 types, les réunions de groupe, les entretiens. Et dans les entretiens, vous avez 3 types. Entretien directif, semi-directif et libre. La méthode quantitative, il y a plusieurs formes. La plus utilisée, celle qu'on va majoritairement voir, c'est les questionnaires sous Google Forms. Parce que Google Forms est un outil extrêmement puissant qui vous permet de faire des trucs très poussés, mais on est très limité, il faut le dire, dans l'analyse des résultats. En général, on va analyser que des tris à plat. Et il y a les sondages que vous allez avoir dans la rue ou par un mail, etc., qui sont là des sondages extrêmement basiques qui ne fournissent pas beaucoup d'informations. Les points forts et les points faibles maintenant. Alors, les points forts de l'analyse qualitative, c'est que ça fournit énormément d'informations sur le consommateur. Vous pouvez vraiment tout savoir. Et en plus, si vous avez des bavards, vous allez vraiment pouvoir créer une typologie client parfaite. L'autre avantage, c'est que ça peut préparer, et ça doit préparer, le quantitatif. Faire un quantitatif en aveugle, vous allez arriver devant votre feuille, mince, qu'est-ce que je pose comme question en fait? Si vous avez fait un bon qualitatif, les questions, elles seront évidentes. Le point fort du quantitatif, c'est qu'elles vont expliquer un phénomène. Vous allez avoir la réponse à votre question et elles vont vous permettre de créer des liens. Par exemple, j'ai vu que tous ceux qui vont dans mon magasin de 8h à 10h ont tendance à avoir un panier d'achat plus élevé. Donc là, vous avez mis un lien en avant entre 2 questions. Vous pouvez avoir un autre lien, par exemple, entre quelque chose de qualitatif et de quantitatif. Le sexe, je vois que c'est plutôt des hommes qui vont dans mon unité commerciale et ces hommes ont tendance à acheter plus de produits, cosmétiques finalement que les femmes. Donc vous pouvez être surpris parfois sur les liens. Ça vous permet de comparer aussi des variables qualitatives et quantitatives. Vous comparez le panier d'achat, vous comparez les réponses par rapport au sexe.
par rapport à la CSP, par rapport aux habitudes d'achat. Voilà, vous pouvez comparer les questions. Ça vous permet de travailler sur ces dimensions qui sont importantes. Vous pouvez vraiment faire des thèmes. Alors ça, c'est des questions sur l'image de marque, ça sur la satisfaction, ça sur les objectifs qualitatifs, ça quantitatifs, etc., etc. Maintenant, ces deux méthodes, elles ont leurs points faibles et il faut les savoir parce que tout n'est pas rose. Pour les points faibles du qualitatif, la première, c'est que ça ne mesure pas, évidemment. On n'a pas de données chiffrées. On va avoir des personnes qui vont parler, qui vont donner leur avis, mais ça va s'arrêter là en fait. Et deux, elles n'expliquent pas. Vous allez avoir un phénomène qui va être décrit par plusieurs personnes, mais vous ne savez pas pourquoi il y a ce phénomène. Vous pouvez avoir des débuts de réponse, vous pouvez avoir votre point de vue ou votre expérience, mais tant qu'elles n'ont pas été expliquées par des chiffres avec un taux de corrélation de Pearson, un degré de liberté, une représentativité de la population, et bien dans ce cas-là, ça ne fonctionne pas en fait. Le dernier point qui est assez compliqué, c'est très long à retranscrire. Je vais vous donner un petit indice. Moi, quand j'ai fait mon mémoire de Master 2, j'avais interviewé une dizaine de personnes. Chaque entretien durait une vingtaine de minutes. Donc, il faut savoir que ces entretiens, vous devez les retranscrire. Donc, vous devez les enregistrer avec votre portable. C'est ce que j'avais fait. Et une fois à la maison, vous mettez vos écouteurs et vous tapez sur le clavier. Vous tapez sur le clavier. Et une fois que vous avez tapé sur votre clavier, toute la conversation, vous avez retranscrit votre entretien. Et moi, pour 20 minutes d'entretien face à face, j'avais plus de 45 minutes de retranscription. C'est très long de tout taper à la main. Et en plus, il faut tout noter. Les bas, les les hésitations. Oui, parce que des fois, quand on va y revenir plusieurs temps après, à chaud, c'est facile de savoir les réactions. Là, il a fait de l'ironie. Là, c'était une blague. Là, c'était du sarcasme. Mais quand vous faites votre transcription 15 jours après, vous pouvez totalement prendre quelque chose au contre-pied. Par exemple, vous prenez quelque chose au point de la lettre, stricto commencé, et en fait, c'était une blague. Donc, vous allez mal analyser. Donc, vous notez tous les haussements de sourcils, les rires, etc. Les points faibles du quantitatif, c'est que déjà, il y a besoin d'un logiciel d'enquête. Google Form, alors, loué sur Google Form, mais enfin, le Google Form est très limité tout de même, parce qu'il va vous donner des réponses de tri à plat. Ce qu'on veut, nous, c'est des tris croisés. On va y revenir plus tard. Les tris croisés, c'est vraiment le Graal. Vous allez avoir beaucoup plus d'informations et pas vous limiter à il y a 50% d'hommes, 50% de femmes, etc. dans votre unité commerciale. Ce qui sont des résultats la plupart du temps qui sont évidents et qui ne vont pas vous permettre d'analyser plus que ça. Deux, la méthodologie est très complexe. Effectivement, même si je vais vous donner des clés, bien comprendre quels sont les éléments à croiser, qu'est-ce qu'une corrélation de personnes, qu'est-ce qu'une représentativité, qu'est-ce qu'une probabilité, etc. C'est des trucs qui sont très complexes et qui font écho au dernier point. Il y a besoin de mathématiques. Si vous êtes un petit peu mauvais en probabilité et en statistique, ça va être très dur ici. Parce qu'effectivement, qui dit quantitatif dit besoin des mathématiques et ce qu'on appelle dans le domaine des mathématiques les probabilités. Alors, on va s'arrêter là pour la première partie, parce que déjà c'est un gros morceau à digérer. J'espère que vous aurez bien compris la différence entre la méthode qualitative et la méthode quantitative. L'une découle de l'autre, il ne faut pas les considérer comme deux éléments vraiment différents. Si vous avez des questions, je vous laisse répondre dans l'espace commentaire et je vous répondrai. Et je vous dis à plus tard, bonne révision.